Chers amis, bonjour, j'espère que ça va, bienvenue. Aujourd'hui, on va aller faire un grand tour au Niger et après ça, on verra si on a le temps d'aller en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a confirmé effectivement que ce que M. Bourgi a dit, c'est ça. Ce que Robert Bourgi a dit, c'est ça. Laurent Gbagbo a reconnu qu'il a donné 2 milliards de francs CFA à Jacques Chirac parce que Jacques Chirac lui avait demandé. C'est l'argent public qu'il a donné. Il dit qu'il l'avait déjà dit dans un de ses livres, hein, parce qu'étant en prison, Laurent Gbagbo avait écrit un livre, et c'était déjà dans ce livre-là, il l'a dit. Alors, on va voir si on peut aller au Niger très rapidement, et puis on va aller en Côte d'Ivoire, et puis on revient juste après le générique. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions de partition. On va commencer par féliciter les autorités nigériennes parce que dernièrement, elles ont non seulement diminué le prix du carburant, le carburant qui est passé de... L'essence, par exemple, est passé de 540 francs à 499 francs. Et le gasoil est passé de 668 francs à 618 francs. Ils ont diminué aussi le ciment. La tonne qui était de 80 et quelques mille francs, 80 000 francs et quelques. Et c'est passé maintenant à 51 000 francs pour le prix le plus bas. Et pour le prix le plus haut, c'est 59 000 francs. Donc c'est de 51 000 à 59 000 francs. Franchement, les autorités nigériennes sont en train de faire fort. De leur côté, elles se débrouillent bien. Elles ont donné des médailles de souveraineté à Saraounia, Bangou. Elles ont donné ces médailles-là aux comités et aux associations qui soutiennent la transition. Et ça, c'est important, on va les écouter. C'est par l'hymne national du pays qu'a débuté ce matin en présence du représentant du Premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, parrain de la dite cérémonie, des membres du gouvernement, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, corps diplomatique, leaders religieux et chefs traditionnels, la cérémonie solennelle de remise de la médaille de souveraineté Saraounia, Mangou et des témoignages de satisfaction aux récipiendaires de la région de Niamey, des structures et associations de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En ouvrant les travaux, l'initiateur de la dite cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, dira que ce geste honorifique est le fruit de leur sursaut patriotique, leur nouvelle conscience citoyenne et leur résilience. Il les a ensuite exhortés à se lever tous ensemble pour le travail. Quelle fierté pour notre région. Quelle fierté pour notre pays. Personne n'a démérité. En effet, c'est la victoire du peuple tout entier à travers vos structures, vos associations et comités de soutien. Levons-nous tous ensemble pour le travail et l'éthique. Évitons les comportements non éthiques. Voilà, donc les autorités nigériennes ont offert des médailles à ceux qui les ont soutenus. Voilà. Après, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment est-ce que la sélection elle a été faite. Comment est-ce que la sélection elle a été faite? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, bah écoutez, on les a soutenus, mais on n'a pas eu de médailles. C'est vrai que les médailles aussi, on ne peut pas les donner à tout le monde. On peut pas les donner à tout le monde. Mais quand même, des fois, c'est des sujets qui peuvent créer des frictions entre les gens. Mais en tout cas, ceux qui ont eu les médailles l'ont mérité. Mais le gouverneur de Niamey a précisé que ceux qui n'ont pas eu les médailles aussi n'ont pas démérité. C'est important parce qu'on peut pas donner des médailles à tout le monde, c'est important. Voici un récipiendaire, quelqu'un qui a reçu une médaille qui parle. Les plus hautes autorités de notre pays. Nous sommes très fiers de cela et nous leur rassurons également que le combat continue. Nous remercions le gouverneur de la région de Niamey pour sa disponibilité à être à nos côtés et nous le rassurons également de notre disponibilité et notre détermination également. Et nous dédions ce témoignage de satisfaction également à l'association Kékéro, cette structure qui a en tout cas œuvré pour le bien-être de notre communauté. Vraiment, c'est des sentiments de joie. Et vraiment, on remercie le CNSP, à sa tête le général de brigade Abdraman Chani, pour vraiment cette reconnaissance qui nous va droit au cœur et qui nous galvanise en tout cas davantage. Voilà, cette reconnaissance qui galvanise davantage. Ouais.
Parce que c'est important, hein. D'abord, la reconnaissance, elle est importante. Parce que quand quelqu'un vous aide, quand quelqu'un vous soutient, il faut être reconnaissant. C'est très important, hein. Ça les galvanise. Et on a pu, pour l'occasion, avoir le témoignage de Abdul Aziz Issa Kamoussi. Voilà, c'est sa photo que vous voyez comme ça. Lui aussi, il a reçu une médaille. C'est un grand patriote. Et voilà ce qu'il dit. Du côté du Mali, merci aussi de nous donner l'occasion de montrer notre joie et notre honneur envers notre gouvernement. Effectivement, le samedi, le 14 octobre 2024, les autorités nigériennes ont décerné la médaille de Saronia Mongou à des structures et associations qui ont soutenu le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, dès les premières heures de la transition. Donc cette cérémonie s'est déroulée à Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, c'est notre centre de conférence national, vraiment en reconnaissance des services rendus à la nation. La médaille de Saronia Mongou symbolise la bravoure et l'engagement au service de la patrie. À l'image de Saronia Mongou, reine légendaire nigérienne qui a combattu pour défendre son territoire contre la colonisation française. Voilà. En tout cas, ça, c'est le témoignage d'Abdul Aziz Issa Kamoussi. Il est très content, il a eu un prix. Et c'est bien. Vous savez, ce que je veux dire, le Niger est dans l'AES. Dans l'AES, il y a 3 pays. Il y a 3 pays. Et on ne peut pas ne pas faire les parallèles de comparaison entre les différents pays. C'est obligé. Aujourd'hui, on voit qu'au Niger, il y a beaucoup plus de cohésion. On sent qu'il y a beaucoup plus de cohésion. Même si certains opposants ont décidé de prendre les armes, notamment ceux qui ont été déchus dernièrement de leur nationalité temporairement. Oui, eux, ils ont décidé de prendre les armes, mais quand même, on sent qu'il y a beaucoup plus de cohésion là-bas. Pour le cas du Mali, il y a des comités, des associations qui ont soutenu la transition, mais qui aujourd'hui, les associations entre elles-mêmes, les organisations qui ont soutenu la transition au Mali ici, entre elles-mêmes ne s'entendent pas forcément. Ça, c'est un grand problème déjà. Lorsque vous êtes plusieurs organisations et que vous soutenez la même cause, en principe, vous devez essayer de vous entendre. Mais malheureusement, ils ne s'entendent pas. Certains, oui, mais la plupart ne s'entendent pas. Et puis, il y a des mouvements, il y a des organisations qui ont été fractionnées en plusieurs petits morceaux. Par exemple, quand on prend le M5, il a été fractionné en 4-5 morceaux. Il y a 3, 4, 5 M5 maintenant, finalement, c'est un plus. Et puis, il y a un très grand mouvement ici qui a soutenu, bon, on ne connaît plus très bien leur position, mais à mon avis, voilà, c'est un peu compliqué. C'est le mouvement Yerewolo. Le mouvement Yerewolo qui est un très grand mouvement de soutien à la transition. Mais maintenant, après, je ne connais pas très bien leur position. Parce que depuis que leur leader a été arrêté aussi, ils ont 2 grands leaders qui ont été arrêtés. L'un d'eux a été libéré dernièrement. Alors finalement, c'est un peu compliqué. Alors vous voyez, toutes ces organisations-là, en principe, devaient être toutes mises ensemble afin d'évoluer ensemble dans la même direction. Et c'est pas le cas, malheureusement, c'est pas le cas. Et ça, c'est quand même triste de voir qu'au Niger, les associations, les organisations, tous ceux qui ont soutenu la transition, qui continuent de la soutenir, ont des médailles, mais ça se passe pas comme ça ici au Mali. C'est quand même dommage. Et ce serait bien que le Mali aussi prenne ce chemin-là. Et qu'ils se donnent la main et qu'ils essaient de se comprendre et qu'ils avancent ensemble. Parce que c'est quand on est ensemble qu'on est plus fort, à mon avis. Voilà, c'est important. Maintenant, après, ce que les uns et les autres ils ont fait, ça se discute. Ils peuvent se comprendre forcément. Ils peuvent se comprendre. Voyez. Maintenant, pour le cas du Burkina Faso, là-bas aussi, je n'ai pas vu donner des prix. Je ne sais pas s'il y a eu des prix qui ont été donnés, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de cérémonie comme celle du Niger, à travers laquelle on donnait des médailles, des médailles aux organisations, etc., qui ont soutenu et qui continuent de soutenir la transition du Burkina Faso. Au Burkina Faso, là-bas, on se rend compte que là-bas aussi, il n'y a pas trop d'unité entre les gens parce que c'est un petit peu comme le Mali aussi. Il n'y a pas trop d'unité parce que là-bas, tous les 2-3 jours, on se rappelle, hein, à chaque fois, on voit les jeunes sortir dans les rues des Bobo du Lasso, dans les rues de Ouagadougou, ils sortent, ils prennent les rues pour déjouer des éventuelles déstabilisations. À chaque fois, on voit ça au Burkina Faso. Au Burkina, on sent que
La transition, elle est affectée par ces problèmes-là. À chaque fois, même dernièrement, on a entendu que, on a entendu que l'ancien patron des forces spéciales était impliqué dans une tentative de déstabilisation. Damiba aussi était dedans. L'ancien président du mouvement, du MPSR. Hein. Alors, du coup, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Alors maintenant, à mon avis, en conclusion, ces deux pays-là, le Burkina et le Mali, doivent prendre, à mon avis, le chemin du Niger par rapport à ça. Sur ce coup-là, franchement, le Niger est en train de montrer le chemin. Et ça, ils sont à féliciter par rapport à cela. Les gens qui collaborent avec vous, qui travaillent avec vous, il faut essayer de tout faire pour vous entendre. Tant que c'est possible, essayez de vous entendre et essayez de faire quelque chose ensemble. C'est ça. Parce que c'est quand on est unique qu'on est plus fort. Hein. Voilà. Maintenant, on va toujours rester au Niger. On a toujours Abdulaziz Issa Moussi avec nous. Et il y a eu éventuellement une baisse du prix du ciment au Niger. Et c'est quelque chose de fantastique. Parce que même au Mali, ici, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient que le ciment, que la tonne du ciment baisse. Hein. La tonne du ciment, je crois, elle est en train de... Elle va jusque dans les 90 000 ici au Mali. Et je crois que c'est un peu plus parfois. Alors au Niger, c'était à 80 000 francs. C'était entre 80 et 90 000 francs aussi. Et maintenant, ils ont pu diminuer entre 51 000 et 59 000 francs. On va écouter Abdulaziz Issa Moussi. Aussi du côté du Mali, effectivement, la baisse significative des prix du ciment passant de 80 000 à 55 000, ainsi que la réduction du prix du carburant a grandement soulagé la population nigérienne. Ces mesures économiques initiées par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, ont été saluées par de nombreux citoyens. Ce geste est perçu comme un acte patriotique fort qui vient non seulement à alléger le coût de la vie pour la population nigérienne, mais aussi il a stimulé les activités économiques, c'est-à-dire notamment dans le secteur de la construction et du transport. Cette initiative traduit une réelle volonté des autorités de répondre aux besoins pressants, c'est-à-dire des Nigériens, en apportant des solutions concrètes pour améliorer leur quotidien. Le CNSP, à travers ses décisions, renforce ainsi la crédibilité en tant que garant des intérêts de la nation et démontre son engagement à faire face aux défis socio-économiques du pays. Voilà, et là, une fois de plus, diminution du prix du carburant de 540 francs, l'essence, de 540 francs à 499 francs, de 668 francs à 618 francs. Bon, dernièrement, le Mali aussi a diminué de 50 francs CFA, ce n'est pas rien aussi. On félicite les autorités par rapport à cela, du Niger et du Mali par rapport à cela, c'est très bien. Le ciment a diminué, maintenant les Maliens aussi attendent que le ciment diminue au Mali, c'est clair. Et je pense que les Burkinabés aussi attendent que le ciment diminue. Parce que les pays se regardent, on se regarde même si nous n'avons pas les mêmes potentialités. Le Niger, c'est un pays pétrolier, il exporte du pétrole, hein, donc du coup, c'est vrai qu'il peut peut-être se permettre certaines choses. Il a beaucoup d'uranium aussi, mais quand même, aujourd'hui, les populations maliennes, quand elles ont entendu ça, elles ont vu cela, les populations maliennes souhaitent que le prix du ciment soit revu à la baisse. Moi, je me rappelle d'une émission qui avait été faite par Salif Sanogo, le grand journaliste Salif Sanogo. Je me rappelle, un bon grand frère à moi. Il avait fait une émission il y a de cela quelques années. Je crois que c'était sous ATT. Je crois bien. Il avait fait savoir que, bon voilà, bientôt, il va y avoir de nouvelles usines de ciment au Mali. Et on espérait que le prix du ciment baisse, que la tonne baisse. Ouais, il avait fait l'émission dessus. Et franchement, à l'époque, ça avait suscité beaucoup d'espoir. Parce qu'on avait appris qu'il devait y avoir des usines de ciment au Mali, etc. Et on s'est dit que, bon, ouais, peut-être qu'au Mali, on va avoir le prix de la tonne à 50 000 francs, 55 000 francs. C'est des choses comme ça qu'on pensait. Malheureusement, il y a eu une première usine, deuxième usine, troisième usine. Je ne sais même pas maintenant, il y a combien d'usines de ciment au Mali. Mais la tonne de ciment est tout le temps à 90 000 et puis ça monte. 80 90 000 et puis ça monte. Voilà.
Pendant la période de Covid, même, c'était passé à 150 000 francs CFA. Ça allait dans les 150 000 francs CFA dans les années 2019-2020. Alors, ça, le Niger, en tout cas, mais pour que le Niger puisse le faire quand même, ils ont diminué beaucoup de taxes. Hein. Il y a plein de taxes qu'ils ont éliminées. Il y a beaucoup de taxes que l'État a éliminées afin que les gens puissent vraiment diminuer le prix du ciment. Et là, étant donné qu'on est dans un bloc, dans une confédération, bah, les gens se regardent. Donc, au départ, moi, j'avais dit à certaines personnes, bon, écoutez, ce n'est pas la peine qu'on fasse trop de comparaisons entre nous. Mais maintenant que nous sommes dans une confédération, on est obligé de faire des comparaisons. Parce que nous sommes la confédération AUS. Autrefois, on n'était pas dans la confédération, c'était juste des transitions. Et là, je disais aux gens, bah, écoutez, évitez de faire des comparaisons, c'est pas la peine. Mais maintenant, il faut reconnaître qu'une fois que nous sommes dans la même confédération, dans la même structure, et puis on envisage d'être une fédération, je crois que les gens font des comparaisons. Alors, aux autorités burkinabées et nigériennes et maliennes, de voir comment est-ce qu'elles peuvent faire pour éventuellement suivre le Niger sur ce coup-là. Hein. Il faut diminuer les prix du ciment. Ah, maintenant, les usines de ciment, il faut aller les voir et leur dire diminuer les prix là. Diminuer les prix. Voilà. En tout cas, on salue notre ami Abdelaziz Issa Kamoussi et le Niger, encore une fois de plus. Bon, tout comme certains, le Mali et le Burkina aussi l'avaient fait. Il y a aussi la réduction. On ne doit plus exporter aussi le riz, le maïs, le sorgho, etc. Il y a certains produits agricoles, effectivement, que nous n'exportons plus pour que nous puissions faire les stocks nationaux, pardon. Voilà, donc on va écouter Abdelaziz Issa Kamoussi par rapport à cela. Oui, les autorités nigériennes ont effectivement interdit l'exportation de produits agricoles stratégiques tels que le riz, le sorgho, le mil, le maïs, à l'exception des exportations vers les pays membres de l'Alliance États du Sahel. Effectivement, parce qu'en période de crise alimentaire mondiale ou de sécheresse, il est essentiel de protéger les stocks nationaux de ces denrées de base pour éviter les pénuries internes. Cependant, la dérogation pour les pays membres de l'Alliance des États du Sahel témoigne de la solidarité et de la coopération régionale, permettant à ces pays partenaires de bénéficier des ressources agricoles. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Mais je crois que là, le Niger a suivi. Par contre, ici, le Niger a suivi, à mon avis, le Niger a suivi le Burkina et le Mali. Parce que c'est le Mali qui a commencé, le Burkina a suivi, et puis bah, le Niger aussi l'a fait. Bah, c'est très bien, c'est pour le bonheur des populations. D'accord, donc on salue quand même notre ami Abdelaziz Issa Kamoussi. Merci beaucoup pour tous ces témoignages-là, et on souhaite bonne chance à l'AUS. On souhaite bonne chance. Maintenant, on va continuer avec l'actualité. Il y a Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui dit qu'ils ont découvert beaucoup d'armes avec les gens du Hezbollah. Beaucoup d'armes russes. Beaucoup d'armes russes. Ils disent qu'ils ont découvert beaucoup d'armes russes. Et donc, ils sont en train de... C'est un petit peu... Bon, pour eux, c'est comme si la Russie était en train de financer, en fait, le Hezbollah avec ces armes-là. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, on va aller parler du franc CFA, les francs CFA. Le CFA est une monnaie qui est héritée de la colonisation, sur laquelle les populations africaines n'ont jamais été invitées à s'exprimer quant à leur adhésion ou leur rejet de cette monnaie-là, et par conséquent on est sur le cas d'une monnaie qui n'est pas souveraine, qui ne ressort pas de la volonté populaire des populations des pays qui l'utilisent. Et quant aux bases militaires, elles sont également un résidu de l'époque coloniale. C'est une implantation étrangère sur un sol souverain, et donc on est effectivement dans un déni de démocratie qui nécessite que les populations africaines ou leurs représentants, c'est-à-dire les députés, les parlementaires, puissent mettre ces questions à l'ordre du jour. Or, force est de constater que dans les anciens pays colonisation française que l'on résume par la France-Afrique, il est très difficile, voire impossible de mettre ces sujets à l'ordre du jour, notamment des questions parlementaires. Voilà, ça c'est un sujet qui est très important, la monnaie, le franc CFA. Vous savez, ce que ce monsieur vient de dire, c'est très important. C'est un historien, il s'appelle Hamza Boukari Yabara. C'est très important ce qu'il a dit. Il a fait savoir que les francs CFA, c'est une monnaie que 8 pays de la CEDEAO utilisent. 8 pays. Donc les pays de l'UEMOA, on utilise cela. Depuis pratiquement l'indépendance à aujourd'hui, on utilise cela.
Mais il a dit des choses qui sont très importantes. Il a parlé du fait que les populations ne se sont jamais exprimées sur cette monnaie. Est-ce qu'on veut de cette monnaie? Est-ce qu'on ne veut pas de cette monnaie? Les populations n'ont jamais eu l'occasion de faire un référendum dessus. Là, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui les pays de l'AES veulent aller dans une nouvelle monnaie, il faut, à mon avis, faire un référendum. Il faut demander aux populations leur avis. C'est très important. Deuxièmement, à défaut que les populations fassent un référendum, les populations sont représentées par les députés. Il faut que les députés, les parlementaires puissent s'exprimer là-dessus. C'est très important pour les pays de l'AES qui veulent aller vers leur monnaie. C'est très important. Là, monsieur l'historien Hamzat Boukari Yabara dit que même les parlementaires, les députés des pays, des 8 pays de l'UEMOA qui utilisent le franc CFA, donc le Mali, le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, etc., tous ces 8 pays-là, eh bien, aucun député ne s'est exprimé sur cette monnaie. Alors que dans nos constitutions, vous allez prendre nos constitutions dans nos pays, vous allez voir qu'il y a un article qui parle du régime de l'émission monétaire. Il y a un article qui stipule, qui dit que le régime de l'émission de la monnaie doit être choisi, défini par les députés. On a ça dans nos constitutions à tous, mais on n'a jamais vu un député s'exprimer sur la question monétaire. Ils n'ont jamais voté quoi que ce soit dessus. Donc, c'est important que l'AES ne fasse pas cette erreur aussi. Hein. Moi, je l'avais dit, j'avais dit que même le fait de vouloir que nous soyons une confédération, j'avais dit que, dans une de mes émissions, j'ai dit que si on avait soumis cela à la population, un référendum des pays de l'AES, si les populations avaient voté oui largement, ça donne beaucoup plus de légitimité. Ça donne beaucoup plus de légitimité. Je l'avais dit une fois. Mais voilà, on est devenu une confédération. Alors, à mon avis, ce serait bien que si nous devons devenir une fédération un jour, ce serait bien de soumettre ça à la population. C'est toujours bien. Parce que c'est des gages de garantie. C'est des garanties. Parce que là, tu pourras dire au moins, écoutez, c'est la population qui a accepté. On n'a pas fait ça comme ça. Voilà. Maintenant, pour la monnaie aussi, il faut que soit la population fasse un référendum, soit les assemblées, les parlementaires s'expriment là-dessus. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir dans l'AES, eh bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah oui. Mais après, demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Si demain, ils ne sont plus là, au moins, ils pourront dire, bah, écoutez, la population, on a fait un référendum, ou bien l'Assemblée l'a voté. C'est très important. Alors, ce monsieur, cet historien, ce qu'il dit, c'est ça. Il a dit la vérité. De l'indépendance à aujourd'hui, les pays de l'UEMOA qui partagent tous le franc CFA, aucun parlementaire n'a voté par rapport à cela. Voilà. Et enfin, il parle des bases militaires. C'est la même chose. Il y a des bases militaires françaises partout chez nous. Heureusement que nous, le Mali, on les a dégagés, le Burkina les a dégagés, le Niger les a dégagés. Mais ils sont encore dans notre pays. Et c'est pas normal qu'il y ait une base militaire française en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait une base militaire française au Niger et au Sénégal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'ils soient au Tchad. Ils doivent pas être là. Alors, pour qu'ils soient là, il faut une autorisation de l'Assemblée nationale française, et pas seulement du président français, mais il faut aussi que les populations de ces pays acceptent. Parce que c'est des bases étrangères. Ce n'est pas normal. Voilà. Et là, je ne parle pas du cas spécifique de la France. Même les bases américaines ou les bases russes, toutes forces étrangères qui doivent venir dans vos pays, il faut que les populations l'acceptent. C'est bien de passer par les populations ou bien de passer par l'Assemblée nationale. C'est important parce que ça protège. Ça donne une protection. Parce que vous savez, les hommes, ils changent. Ils changent d'avis. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous soutient, il vous dit non, il faut faire ce que tu veux. Amène les Russes. Non, amène les Américains. Amène les Français. Amène qui tu veux. Amène les Chinois. Tu vas le faire parce qu'il te soutient aujourd'hui. Mais demain, là, quand il va plus te soutenir, il va te dire, ouais, mais c'est pas toi qui as amené les Russes, là. C'est pas toi qui as amené les Américains. Finalement, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est important parce que les hommes changent, comme vous le savez. Donc, on salue cet historien, on le salue, on le salue. Ah, au Burkina, là, ils ont fait quelque chose, là, qui est bien. Vous savez, au Burkina, ils se sont rendus compte que les routes, pour faire les routes, là, c'est cher. Pour faire 1 kilomètre de route, ça coûte 500 millions à 1 milliard de francs CFA. Ils ont dit, bon, maintenant, pour baisser les coûts, là, ils ont choisi de mettre en place ce qu'on appelle des brigades de la route. Alors, c'est quand même, c'est une situation un peu truc, hein.
ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, voilà, on va choisir des gens qui vont faire des routes. Voilà. Et là, je vais juste vous lire cette partie-là qui est très intéressante. Voilà. Alors là, ils disent que c'est le Conseil des ministres. Alors, la première mesure qui a été prise, c'est la construction d'infrastructures routières par des brigades de la route à des coûts moins élevés. Et la deuxième fait référence à l'aménagement et à l'embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l'assainissement, la création d'espaces publics, etc. Alors, dans tout ça, moi, j'aime bien ce qu'ils ont dit, mais quand même, ce que je retiens quand même, c'est qu'ils veulent mettre en place une brigade de la route. Alors, une brigade de la route, c'est quoi ce concept? Ce concept-là, je ne le connais pas très bien. Je n'ai pas eu plus d'informations, mais j'ai l'impression que c'est des gens, des volontaires qui vont venir, qui vont être là, des gens qu'on va payer moins. C'est un peu comme les VDP. Les VDP, ils n'ont pas le même salaire que les militaires. Et c'est des gens qui vont venir, qui vont aider à faire les routes et ça va baisser les coûts. Et c'est très bien. Alors, c'est ça. Moi, je les aime bien parce qu'ils trouvent des solutions à la burkinabé. Moi, c'est ce que j'aime bien. On va pas toujours, il ne faut pas toujours suivre ce que les gens font. Je vais suivre ce que les Français font déjà, je suis ce que les Américains font. Non, non. Eux, ils ont des solutions à la burkinabé. Et c'est vraiment très bien. Voilà, très rapidement, on va aller au Mali. Au Mali, comme vous le savez maintenant, il y a eu plusieurs nominations. Nous avons beaucoup d'officiers supérieurs qui sont devenus des généraux. Alors, nous avons à commencer par le président de la transition, M. Goïta, et il y a le colonel Sadio Kamara qui est devenu général aussi. Il y a Malik Diaw qui était colonel qui est devenu général aussi. Il y a Ouagé. Alors tous, ils sont tous devenus des généraux maintenant. Et ainsi que le ministre de la Sécurité aussi, et il y a d'autres personnes. Donc, il y a eu une grande nomination de généraux hier, et comme vous le savez. Alors maintenant, évidemment, sur les groupes, sur les réseaux sociaux, chacun donne son point de vue. Il y en a qui disent que c'est pas le moment, ils auraient dû attendre un petit peu. Il y en a qui disent non, c'est très bien, ils le méritent parce qu'ils ont pu libérer Kidal, ils sont en train de libérer le pays, etc. Voilà, chacun y va de son commentaire.